Bonjour, est-ce que vous m'entendez sans les micros? Oui. Donc, non, C'est mieux par rapport à la caméra. c'est pas les mêmes que d'habitude, c'est bon? C'est bon? Oui. Bonjour. Certains nous connaissent déjà. Nassim, c'est un habitué du théâtre. Marion, je crois que c'est la première fois. Oui. Et Hamid aussi. Non, j'étais Non, déjà déjà, venu. il y a combien d'années? Je suis venu avec une pièce avec Toi Toi, avec des danseurs d'Afrique du Sud, et puis une autre pièce. Oui. Ça fait 3 fois que je viens. Trois fois. Ouais. Trois fois. Donc c'est un plateau, on va dire, hip-hop, cette journée-là, cette soirée-là, mais je dirais pas que, justement. C'est ça qui est intéressant de voir entre eux ensuite. On va commencer par un petit parcours, chacun, savoir comment ils en sont arrivés, quel chemin ils ont pris pour proposer ces spectacles ce soir. Je pense notamment, on va démarrer avec Marion, si vous voulez bien. Marion, quel a été votre chemin pour arriver au premier battle, déjà, et à la création de votre compagnie, un crew 100% féminin à l'époque? Quel chemin vous avez parcouru? Parce que chacun a un chemin vraiment différencié. Je vais essayer de faire court. Non, mais on a une. Oh, mais non, mais moi je me connais. Je vais essayer de faire court. Je vous interromps. Mon parcours, bon, toujours la danse depuis enfant parce que la musique. Moi, c'est vraiment la danse parce que la musique fait partie de ma vie et salvatrice dans ma vie. La musique hip-hop très jeune, la funk music, puis Michael Jackson, et je ne savais même pas ce que c'était que la danse hip-hop. En fait, c'était vraiment James Brown, Michael, etc. Et donc à Paris, après, je découvre Châtelet-Léal, et puis les cours, parce que les cours de hip-hop n'étaient pas du tout encore développés comme ça. Donc il fallait trouver le bon endroit, le petit cours de quartier, etc. Et en fait, je démarre comme ça la danse hip-hop, et puis je rencontre des vieux de la vieille, des grands comme Nasty, Karl, etc., qui sont des icônes un peu dans le milieu hip-hop. C'est quelles années? Bonne question. C'est quelles années? Oh, c'est 2000 quelque chose. Attendez. Oh là, je suis très mauvaise à ça. Je suis où? Je passe mon bac, je suis au lycée, et au lycée, j'ai quel âge? 17-18. Ah bon? Si on est dans la moyenne. 16-17, non? Ou 16-17 si vous êtes bien. Si, je sais, 97, 96, 97, un truc comme ça. C'est Voilà. pas du tout 2000. C'est pas tout jeune et ça a une histoire. Ouais, voilà. Donc 97 par là. Et puis le hip-hop, et à l'époque, le hip-hop, c'est tu te fais un nom si tu fais des battles. C'est vraiment l'essence même du hip-hop, le challenge, le cercle, le battle. Donc évidemment, je fais des battles, évidemment, j'ai très peur, mais j'y vais quand même. Et je me fais un nom. Et puis finalement, il y a la scène des battles, et puis il y a la scène danse. Et comme je travaillais beaucoup avec Thierry, pardon, Nasty, Thierry Martin-Vallet, aka Nasty, et Pambé Wayak, dans leur compagnie. Donc on faisait aussi de la compagnie à côté, on se produisait dans des théâtres, et donc j'avais ce double truc de le battle et la scène, qui était très chorégraphiée hip-hop à l'époque quand même, avec Thierry et Pambé Wayak. Et donc mes premiers battles comme ça, et mes premières scènes comme ça aussi. Je suis claire ou pas? Oui, il me semble. Pourquoi un premier groupe exclusivement féminin? Ah oui. Parce que ça, c'était quand même novateur aussi à l'époque, surtout dans le milieu du hip-hop. Il y a une fille là qui avait un Oui, groupe non, mais surtout dans le milieu du exclusivement hip-hop. féminin. C'est ça que je veux dire. Oui, alors pourquoi? Parce que à cette époque-là, je travaillais avec Yuxon des Wanted Posse. Enfin, je dansais avec lui, c'était un peu mon master. Et il avait fait un groupe de filles qui s'appelait Next Level. Et en parlant avec lui, il me dit, bon Marion, ça y est, t'as un nom, il faut que tu fédères un peu, peut-être fédère les femmes. C'est vrai que moi j'ai grandi dans un hip-hop à l'époque où il n'y avait pas énormément de femmes. Non, Il y en avait quelques-unes, on était là, mais c'était pas hyper répandu. Et donc je me suis dit, ah bah, moi qui ai traîné beaucoup avec des mecs dans le hip-hop, et puis j'adorais ça, c'était cool, bah, de fédérer un peu la jante féminine. Donc j'ai créé Swaggers en 2009, un groupe exclusivement féminin. Avec qui vous avez eu beaucoup de succès pour votre premier spectacle? Ben ouais, j'ai fait ma première créa avec elle, In the Middle, et on a beaucoup tourné, on est parti en Asie, etc. Et c'est encore ma famille, mes sœurs,
Et voilà, ça s'arrête pas. C'est très hip-hop, ça aussi, le groupe, la transmission, la communauté. Ouais, c'était avec les chapeaux. Voilà, je voulais montrer cette progression, cette évolution dans le milieu du hip-hop, cette construction d'un parcours et qui, vous allez voir ce soir, va prendre une autre dimension aussi dans le grand saut. Ah ouais, rien à Ça, voir. on va en parler après. Hamid, alors, quand je lis votre parcours alors, de manière très synthétique, Conservatoire de Bordeaux, rien à voir avec le hip-hop, ça je peux vous l'assurer, l'époque. Non, moi j'ai commencé dans la rue dans les années Non, 84. oui, mais au moment de l'enseignement du conservatoire, Ah oui, c'est ça, je parle. c'était L'enseignement du conservatoire n'est pas du tout ouvert à l'époque au hip-hop. Non, Je pas me du trompe. tout. Non. Non, hein. Pour pouvoir faire des danses académiques, il fallait faire de la danse contemporaine, jazz ou classique. Voilà. Ensuite, l'école que l'on connaît, qui est très proche, à Cannes, de Rosella Hightower. Et ensuite, vous avez eu cette chance quand même assez extraordinaire d'aller travailler dans la compagnie d'Alvin Ailey à New York. Racontez-nous ce chemin. J'ai pas vraiment. Je n'ai pas travaillé avec la compagnie d'Alvin Ailey. J'ai J'étais à compris que vous l'école. étiez à l'école. Non, j'étais à l'école. Voilà. J'étais à l'école. Je regardais les auditions où les gens venaient du monde entier pour entrer dans la compagnie, mais je n'avais pas le bagage technique pour pouvoir prétendre et rentrer dans la compagnie d'Alvin Ailey. Non, c'est juste une année que j'ai faite dans l'école où j'ai appris des techniques américaines, Horton, Graham. Voilà. Donc c'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Les États-Unis, j'ai beaucoup appris. Ce que j'ai appris, c'était de faire ma place. Donc ça, je l'ai appris là-bas parce que ici, chez Rosella Hightower, c'était une belle expérience où on m'accompagnait, on me soutenait, mais là-bas, j'étais livré à moi-même aux États-Unis et il fallait se débrouiller. Donc ça m'a, comment dire, c'est une autre culture. Donc en revenant, ça m'a donné confiance et j'ai pu créer ma compagnie, créer des parades de rue chorégraphiques. Mais pour revenir sur mon parcours au tout début, j'ai commencé dans les années 84. Je faisais de la gymnastique, j'étais très souple. Je faisais pas, voilà, quelqu'un m'a vu traîner dans les rues et m'a payé une année pour pouvoir entrer dans un club de gym. Et puis 84, c'est l'année de la découverte de l'émission HIP-HOP en France, le dimanche après-midi. Et donc on a monté un petit groupe tout petit, et j'étais un peu la mascotte, et on partait faire des spectacles sur les terrasses des piscines extérieures de Bordeaux. Et on avait beaucoup de succès. Voilà. C'était l'époque du break, du smurf. Et voilà. Donc à partir de là, comme j'ai vu que j'existais, j'ai eu l'envie de continuer à exister. Et donc j'ai monté aussi un autre groupe de rap, FGP, Django Gandal, avec Souleymane Diamanka, qui est un slammer connu aujourd'hui, qui résonne beaucoup. Et voilà, la rencontre avec Jean-François Duroux, aussi un chorégraphe, Tour de Trans, les parades chorégraphiques à la Villette, le Festival de la Villette. Le Festival de la Villette qui était un grand moment de rassemblement même, carrément de rassemblement. Et donc, avec ce chemin quand même un peu atypique, de ce conservatoire, la formation à New York, le Rosella Hightower, quelle était quand même la place de votre pratique de la technique, enfin des techniques hip-hop? En fait, c'était compliqué pour nous. C'était l'époque où on n'acceptait pas que l'on métisse la danse. Donc il fallait rester pur hip-hop. On faisait de la danse académique, on se retrouvait à faire de la danse classique en collant. C'était un autre univers, c'était vraiment pas facile. Mais on savait que moi, mon rêve, c'était de devenir danseur. Peu importe que ce soit de la danse africaine, classique, contemporaine, il fallait que je sois danseur. Et je savais qu'il fallait être validé, avoir fait une école. Et le fait d'avoir fait le conservatoire, d'avoir remporté le premier prix, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le droit de concourir, j'étais trop vieux, mais j'ai quand même reçu un prix, et grâce à ce prix, j'ai reçu une bourse du ministère de la Culture qui m'a permis d'aller une année chez Rosella Hightower, de rencontrer Madame Rosella Hightower. Par la suite, d'obtenir encore une bourse, la bourse Lavoisier, une bourse de chercheur, de médecin, qui m'a permis d'aller aux États-Unis, de découvrir ce monde, de découvrir la culture hip-hop, de travailler avec les anciens, de m'entraîner avec eux. Donc c'était très fort, très intense, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et en revenant, ça m'a donné de la valeur. Je me suis dit, j'existe, je peux faire des choses par moi-même. Et on a monté des compagnies, on a eu confiance. Ça nous a donné beaucoup de confiance. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'on nous dise à un moment, vous êtes en train de vous perdre, vous êtes en train de vous métisser, c'est pas du hip-hop, mais ça nous a permis de nous structurer, de monter nos compagnies, de créer des pièces et puis de voyager. Dans plein d'endroits, on a fait des rencontres incroyables. Et par rapport à votre écriture d'aujourd'hui, est-ce que toutes ces expériences-là, justement, ont nourri cette écriture? Je parle au niveau de votre style, de votre vocabulaire. Moi, en fait, c'est une rencontre avec un metteur en scène qui s'appelle Michel Schweitzer. Et
il m'a donné la parole sur scène. Prendre la parole, c'était énorme parce que je me disais qu'avec la danse, je ne pouvais pas tout dire avec tous les mouvements, c'est abstrait. Et de parler de soi, de se raconter, de raconter qui on est, eh ben les gens, le public en face se souvenait de qui on était. Et j'ai réalisé cet impact-là. Et donc je l'ai refait à la Villette. On a créé Chronix 1, le premier solo qu'on a créé ensemble. Et ça a voyagé dans une vingtaine de pays. On a traduit en portugais, en arabe, en turc. Enfin, ça a une résonance énorme. Et donc par la suite, après, j'ai reproduit cette prise de parole avec un spectacle qui s'appelait Séquelles. J'avais réuni des artistes qui venaient de différentes villes, différentes régions. Donc c'était très fort. On vivait un moment fort. Et puis voilà, par la suite, de pièce en pièce, j'ai continué ce travail autour de la parole, du mouvement, de l'image, l'impact de l'image aussi. Ça, c'est le travail avec Michel Schweitzer. Une forme de concept, comment écrire un spectacle, comment faire résonner des mots, comment faire résonner des mouvements. Voilà. Et puis au fur et à mesure, la danse, avec les années, ça a créé une signature, une forme d'identité qui revient sans cesse, ce langage que j'utilise, que je transmets. Et là, aujourd'hui, avec la pièce qu'on présente au Royaume, c'est comme une continuité, comme si, avec le temps, cette écriture se peaufine et devient de plus en plus claire. Nassim, un petit peu de votre itinéraire. Oui. Ça fait, je sais pas, une petite vingtaine d'années que je danse. Et j'ai longtemps raconté une histoire, moi je fais du foot dans un bon niveau pendant toute ma jeunesse, jusqu'à 18-19 ans. Et à un moment donné, j'arrête et je vais dans un théâtre, je vois un spectacle de hip-hop et ça devient ma vie un peu du jour au lendemain. Je pars à Londres pour me former, tout ça, machin. Et en fait, c'est l'histoire que je me suis racontée longtemps, et récemment, je me suis raconté une autre histoire qui est plus marrante, je trouve. C'est que, en fait, je me rends compte que j'ai tout le temps fait ça. Quand j'étais au CE2, quand j'ai raconté ça, les danseurs, ça les fait rire. Mais j'avais réuni des gens entre midi et deux pour faire un spectacle de fin d'année. J'avais tout le temps, à la maison, je faisais de la guitare, je faisais un peu de rap, je faisais plein de trucs. Mais dans mon environnement, c'est des traits de caractère, des idées qui ne pouvaient pas exister. Non pas que j'ai vécu dans un environnement difficile, mais il n'y avait pas de livres vraiment autour de moi, on n'allait pas au théâtre, etc. Donc j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai eu tout le temps, mais qu'il n'y avait pas la place de s'exprimer. Il n'y avait pas les mots pour, il n'y avait pas les projections de métier pour, etc. Et du coup, c'est revenu comme ça sur le tard. Et j'ai appris récemment. Donc moi, mes parents, c'est plutôt des ouvriers. Et j'ai appris vraiment, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, qu'en Kabylie, où est né mon père, il y a une salle de spectacle qui s'appelle la salle Batou, c'est mon nom de famille. Et apparemment, cette famille, c'est une famille d'artistes, etc. Moi, je pensais remettre en question une espèce de déterminisme social. En fait, pas du tout. Du truc. Mais je m'en rappelle que moi, j'avais vu le solo d'Amid quand j'ai commencé tard, même si on ne doit pas être très loin en âge. Il y a des gens qui ont le même âge que moi, mais qui pour moi étaient des grands, vraiment. Non, pas le même âge. T'as quel âge? C'est le secret. Oh, vous pouvez le dire. J'ai 41 moi. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et du coup, quand j'ai vu les premiers spectacles, moi j'adore entendre ceux qui en parlent de la vague parisienne. Moi j'étais au bail, on était 2,5 à danser. Il n'y avait pas des battles, il y en avait tous les 6 mois et encore. Et encore. Et du coup, le premier spectacle que je vois, il y avait encore ce rituel. À la fin du spectacle, tout le monde montait sur scène. Voilà. Enfin, un freestyle. Ah ouais, un freestyle. C'était drôle de voir ça. Ça se fait encore certaines fois. Oh, Plus pas beaucoup. trop, hein. Ah, plus beaucoup. Non. Non, maintenant on est des auteurs et tout. On veut même pas que les gens applaudissent, on veut qu'ils partent avec l'idée. Et c'est génial, pour plein de raisons. Mais ouais, il y avait ce truc-là où tout le monde montait sur scène et moi qui me posais des questions de sens. J'étais à l'école, mais j'y croyais pas beaucoup. J'ai une culture un peu, un pied d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, tout ça. Et j'avais l'impression que ces gens-là se posaient les mêmes questions, mais trouvaient des petits bouts de réponse. Et quand j'ai découvert ce truc-là, j'y suis pas allé du point de vue des battles et j'ai vraiment eu envie de chorégraphier très vite. Et j'ai juste dansé pour apprendre les gens. Et c'est cool que Hamid cite Michel Schweitzer, mais il y a des gens comme ça
qui dans le parcours, même si j'ai pas pris de cours de danse et tout, qui ont été vraiment des gens qui ont déclenché des trucs chez moi. Il y avait Chas de Fantastica Moda, Voilà, Chas. ou Théo, je sais pas si certains ont connu le gîte asiatique Théo. Massif. Ouais, Théo il est chaud. Théo c'est le premier gars que j'ai vu faire le truc au sol et je me suis dit, ah ouais, en fait ça peut être de la danse, c'est pas forcément des films. Et du coup, dans mon parcours, bien qu'autodidacte et tout, en fait, c'est plein de rencontres de gens comme Michel, comme d'autres qui m'ont permis de développer un truc et de continuer à chercher. Mais vous vous posiez la question de votre légitimité à Moi, un moment donné? encore aujourd'hui. Bah, toujours, moi vraiment, la première fois que je monte sur scène, j'ai 20 ans. Et j'avais pas vu de spectacle avant. C'est quand même très spécial. Je suis intermittent la première année, par des heureux hasards, pas forcément par le talent, mais il y a un truc qui se fait. Et moi, je veux monter ma compagnie tout de suite. J'ai vraiment envie de chorégraphier, réunir des équipes et tout. Donc je le fais, mais sans jamais vraiment le dire, sans jamais vraiment... j'avais pas envie de dire que je suis chorégraphe, ou même artiste. C'est un truc que je dis pas encore aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est d'autres gens, des gens qui connaissent des choses que je connais pas du tout. Et du coup, c'est aussi cette façon d'y aller un peu de travers, pas par des écoles, pas par... je baigne pas là-dedans depuis jeune, qui font qu'il y a une singularité quand tu y vas. Mais j'ai mis plus de 15 ans à dire je vais monter ma compagnie et faire le pas. Et je crois qu'à chaque fois que je monte un projet ou que je me mets devant des danseurs ou que là on est à table, il y a un truc qui me dit ah ouais ok on en est là dans les discussions, je suis peut-être chorégraphe, mais j'ai encore du mal avec ces idées. Malgré le succès de DVD qui tourne, Ouais. c'est impressionnant. Et vous avez eu un article là, il y a 2 jours, je crois, ou 3 jours, enfin, peu importe, le chorégraphe qui monte, un truc Ouais, je comme sais ça. pas Là. où il va, mais... Je sais pas, voilà, c'est ce que c'était le sens de ma question. Vous allez jusqu'où monter? Tu sais, hier soir on jouait à Carrosse, là c'est à côté, et on fait une tournée assez ouf où il y a des salles debout à chaque fois. On a fait vraiment les 4 coins de la France l'année, on a tourné depuis début janvier, on ne s'arrête pas. Moi ça m'étonne à chaque fois, et je trouve ça plutôt cool en fait, d'être un peu pas très légitime, pas très, je sais pas, contenté de ce qui se passe. J'aime bien. Moi, j'aime bien le délire et ça me gêne pas en vrai. Avant, ça me posait problème et maintenant, je me dis que c'est bon signe. Vous commencez à apprivoiser tout doucement quand même. Ouais, je crois. Marion, pareil, vous avez vécu une consécration, enfin je ne sais pas si vous le vivez comme ça, c'est le sens de ma question, est-ce que vous vivez ça comme une consécration, le fait d'avoir collaboré, plus que collaboré, avec, c'est ce que j'ai lu, j'espère que je ne me suis pas trompée, entre, je vais prendre mes lunettes, Stromae, on m'a parlé de Christina de Queens, j'ai lu que vous aviez transmis la danse à Juliette Binoche, je ne sais plus dans quel film. Comment on vit ça? À l'industrie de la musique, hein, c'est une industrie la musique, au cinéma, comment on reste quand même en même temps droit dans ses baskets de chorégraphe? Déjà, ça reste de la danse, ça reste de la chorégraphie. Quand j'ai commencé la danse, j'ai dû gagner ma vie. Et donc, à l'époque, on dansait pour des artistes, on allait au Hit Machine, faire des chorés comme ça, derrière. Et tout. Ouais. C'était... il fallait gagner sa vie. J'ai même été pom-pom girl. C'était horrible, ça, c'était horrible. Mais... donc, il y avait des trucs que je voulais faire, des trucs que je voulais pas faire. On dansait pour des artistes, on allait en battle le jour d'après, et puis on dansait sur scène dans des théâtres. Donc, quand j'ai posé un pied dans le milieu professionnel de la danse, j'avais déjà tout ça, ce côté entertainment, théâtre, battle, le cadre était cassé. Il n'y avait pas de cadre. Et c'est ce que j'aimais d'ailleurs, c'était me retrouver sur une scène de concert, puis après dans un battle, et puis sur une scène de théâtre avec un tout autre public. Et quand je faisais trop longtemps la même chose, ça me saoulait et j'avais besoin de retourner vers le reste. Donc en fait, aujourd'hui, c'est pas une consécration de travailler avec... déjà, quand j'ai commencé à travailler avec Stromae, il n'était pas si connu que ça. Et puis on a fait notre petit clip, Papa Outé, et puis il n'y avait pas beaucoup d'argent. Quand même. Ah bah non, mais on savait pas. Oui, mais on au savait moment où pas. vous le faisiez. Nous, on a fait notre truc, on fait une choré, clac, 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 allez, c'est cool, on lance le clip. Et en fait, on se dit, waouh, putain, ça marche bien quand même. Mais tu le prévois pas. Donc... moi, l'essentiel, c'est de faire mon travail, de le faire bien, d'être fière de ce que je fais.
d'être contente. Et après, que je sois avec Juliette Binoche ou avec mes interprètes, en fait, c'est la même implication et c'est la même détermination. Je veux être fière de mon travail et je veux que les interprètes avec qui je travaille, parce que du coup, ces gens-là sont des interprètes. Et Oui, Juliette mais ce Binoche ne dans sont le pas film. des danseurs. Pas forcément, je veux dire. Non, Donc, mais comment se fait le travail d'un chorégraphe, enfin d'une chorégraphe, avec des gens qui n'ont alors pas déjà, forcément la ils technique sont là ou- pour danser. Ils ont l'envie de danser. D'accord. Parce que de toute façon, même si tu travailles avec des danseurs, mais qu'ils n'ont pas envie de faire ta gestuelle ou ton spectacle ou ton travail, Ça marche pas. ça marche pas. Si tu travailles avec des gens qui sont pas forcément danseurs, mais qui ont super envie, en tout cas pour moi, mon moteur c'est l'envie, c'est le plaisir, et c'est voilà, c'est ça. Donc s'il y a ça, c'est bon. On peut aller partout. Et j'ai une façon de travailler. J'aime bien partir des gens, enfin, c'est-à-dire les révéler et comprendre leur façon de bouger et comprendre leur façon d'être dans leur corps. Et une fois que j'ai compris un peu comment ils étaient, même leur personnalité, bon, on peut développer ces choses. Là, il faudrait développer plutôt ça parce que c'est bien par rapport à ta corporalité. Et puis ta personnalité, tu vas pas du tout faire un truc comme ça, alors que voilà. Et ça, je trouve ça très Ça intéressant. s'ajuste. Ouais, c'est vraiment le côté psychologique d'être en accord avec la personne avec qui je travaille et de pas lui faire un truc avec lequel elle est pas d'accord. Alors on peut pousser les gens dans des retranchements, on peut les emmener dans des zones d'inconfort, mais dans la bienveillance, dans le consentement et dans le jeu et dans le plaisir. Et donc voilà, c'est pas des danseurs, mais au final, c'est des gens qui travaillent. Et je pense en plus, c'est pas des danseurs. Pour moi, tout le monde est capable de danser parce que c'est une expression corporelle, la danse. C'est une expression de ce qu'on est. Donc, casser la forme que j'ai appris de ça, c'est tel mouvement, ça, c'est telle base. Ok, ça, c'est quelque chose, c'est un alphabet de la danse, c'est une technique. Mais pour moi, la danse pure et dure, c'est vraiment l'expression du corps, c'est raisonner avec la musique, raisonner avec son état du moment, raisonner avec son corps et se laisser parler avec le corps, c'est juste ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui est accessible à tous et d'ailleurs qui est pratiqué de base par tout le monde. On l'a juste un peu oublié dans notre société là en Europe. Mais sinon, c'est quelque chose de très naturel. Tous les gamins font ça, résonnent à la musique, écoutent, et il y a un truc qui bouge, et chacun bouge comme il a envie. Donc, je m'éloigne du sujet, pardon. Non. Mais en fait, c'est ça que je cherche chez les gens, et que ce soit des gens connus ou pas. De toute façon, ils sont bien en panique de devoir défendre une scène de danse dans un film ou sur scène. Donc, ça remet tout le monde à la même, Tout le monde à la même échelle. à la même échelle. C'est pas leur domaine, donc ils sont focus, investis, ok, il faut que je fasse ça bien, et puis on est deux humains en train de travailler et à vouloir rendre un travail dont on est fiers tous les deux. Et quelle est à ce moment-là l'implication ou la demande ou l'attente soit du compositeur, musicien ou du chanteur, soit du réalisateur du film? Parce que là, vous me dites que vous êtes deux, mais en réalité, vous êtes trois. Il y a son regard à lui. Ouais. Par rapport à votre travail, justement. Alors ça dépend, si c'est un film, il y a une demande qui doit correspondre à un propos, à une envie du réalisateur. Et mon travail à moi, c'est de comprendre l'envie du réalisateur, de comprendre le propos. Il faut que ça me plaise, parce que mon moteur, c'est le plaisir. Donc, ok, c'est cool, on y va. Si ça me plaît pas, j'y vais pas. D'accord. J'arrive pas à travailler avec des univers qui me plaisent pas ou des choses qui me plaisent pas. Si j'ai fait ce métier, c'est pour me faire plaisir. Donc, si ça me fait pas plaisir, j'y vais pas. C'est vraiment mon moteur, le plaisir, le kiff, le jeu. Donc voilà, j'essaie de comprendre le propos du réal, et puis après, avec les comédiens, on y va dans le corps, quoi. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment comme... c'est le même travail qu'avec un chorégraphe, une pièce, des danseurs. En fait, c'est le même travail partout. On change juste un peu le curseur de danseur professionnel à moins professionnel, mais c'est quoi professionnel en même temps? Il y a des non-danseurs qui sont... pour moi, vachement plus, au final, professionnels que certains danseurs, parce qu'ils ont une compréhension de leur corps et de leur énergie et
leur psyché qui est beaucoup plus forte que certains danseurs qui ont été hyper formatés. Et du coup, j'ai du mal à aller chercher chez ces danseurs-là un mouvement naturel, une ouverture mentale et mettre les tripes sur la table. Voilà, c'est... voilà. Hamid, donc vous présentez ce soir Royaume, une pièce où vous donnez une place très 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 importante, même la première place à la femme, à la parole de la femme, au corps des femmes. Vous êtes donc là totalement libre puisque vous êtes le chorégraphe, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de... Comment vous avez imaginé ce travail, cette chorégraphie? Je sais qu'elle provient d'un long mûrissement, d'une longue maturation de ce que vous m'aviez expliqué là, quand on avait fait l'interview. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce fameux royaume féminin que vous nous offrez? On en a un peu parlé tout à l'heure avec le texte, mais oui, si on peut approfondir un petit peu. C'est un engagement, c'est une pièce engagée, un royaume. C'est une suite de plusieurs pièces qui étaient sur la question de l'identité, du racisme, de l'injustice. Et donc on est arrivé dans une période où j'avais cette envie de faire résonner cette parole, mais je me disais je suis un homme et comment cela va être pris. Puis à force, j'avais constamment cette idée-là par rapport au fait aussi d'être père, d'avoir eu une fille, le rapport à l'histoire de ma mère, de mes sœurs. Donc je sens que moi j'étais aussi très privilégié, j'ai pris conscience de ça pendant cette période du mouvement MeToo. Je me suis dit il faut qu'on puisse faire résonner une pièce et puis que je me mette en retrait parce que souvent dans mes pièces j'avais mis beaucoup d'hommes. J'avais laissé la place plus aux hommes qu'aux femmes et donc Royaume c'était important que ça existe. Et c'était un beau défi parce qu'on disait que ça allait être compliqué de créer cette pièce et de la faire entendre, de la faire résonner et je partais déjà avec un handicap. Et pour moi, c'était un bon défi. Donc, j'ai réuni une communauté d'artistes, femmes, dans la bienveillance, dans le respect. On a travaillé, on a écrit, on a fait résonner. Et ce qui était fort, c'était que les messages étaient importants et que la pièce se diffuse dans le temps, qu'on vive une aventure, une expérience et de se dire, ben, si ça résonne ici, ça peut résonner ailleurs et ainsi de suite. Hier, le fait d'avoir fait une scolaire, c'était très fort. De pouvoir voir tous ces garçons rentrer dans la salle, toutes ces filles collégiens, lycéens, et de voir comment ça résonne, ces questions-là, comment ça fait écho, comment ça laisse une trace, comment ça travaille dans le temps. Ouais. Comment s'est constituée justement cette parole? Comment elle est sortie, elle a évolué, elle s'est écrite, elle est restée entre vous, entre les danseuses et vous-même? C'est des ateliers collectifs, c'est chacun va écrire un petit bout, c'est un cadavre exquis La parole, c'est l'intime, c'est pas évident. Donc, si on est tous en même temps lors de la résidence, c'est pas évident de sortir quelque chose d'intime, de juste. Donc, on se raconte au début individuellement, par deux, par trois, par petits groupes. C'est le travail que j'avais fait avec Michel Schweitzer, c'est le travail que j'ai fait avec Guy Alouchery. Raconter, se laisser aller. À un moment donné, on note un endroit précis, assez juste, qui fait écho, qui fait haut-parleur pour le spectateur. On se dit, ça, c'est quelque chose qui nous touche. Ça peut nous arriver ça peut arriver à tout le monde, et donc on a écrit comme ça avec l'équipe des textes qui leur sont propres. Voilà, c'est leurs histoires, c'est leurs vraies histoires. Et donc à un moment, on se pose la question de est-ce qu'avec le temps, ces histoires, vous allez être capable de continuer à les dire et puis voilà, ça s'inscrit et on le défend et on comprend la portée, la résonance de cette parole. Et on fait en sorte que les artistes aussi puissent prendre du recul, qu'ils ne soient pas affectés, touchés par ce qu'ils sont en train de nous raconter. Donc il y a tout un travail de diction, de prendre conscience de ce texte, mais à la fois on l'écrit ensemble. C'est vraiment un travail ensemble. Il a fallu prendre un tout petit peu de distance entre le corps, l'esprit, le texte, la voix, pour pas être trop impacté au moment des représentations, c'est ça? Oui, au début, quand on se raconte, on ne sait pas si on a le droit de dire des choses vraiment intimes qui nous touchent, qui appartiennent à notre famille, à notre entourage. Et donc, c'est un travail qu'il faut faire. Et comme j'ai eu cette expérience-là, je le nomme. Je dis, moi, quand j'ai fait Chronique, ça s'est passé comme ça. Quand on a créé Séquelles, ça s'est passé comme ça. Et donc, au fur et à mesure, je donne les petites clés pour qu'on puisse avoir confiance et qu'on aille jusqu'au bout. Parce que ça nous bouscule, ça nous bouleverse. Et donc, il faut arriver à l'écrire, à le dépasser, à trouver les mots justes. Non, c'était un super travail, on a vraiment pris plaisir. Moi, je n'avais pas les moyens de réunir toute l'équipe, donc on s'est réunis petite équipe par petite équipe jusqu'au bout. Et puis de voir le résultat au début, on a cherché avec de la matière, des choses. Des fois, on s'est perdu, il faut se perdre. Et puis voir aujourd'hui la forme que ça a pris avec la scénographie, avec la lumière, avec la danse des artistes. Et puis l'énergie que l'équipe a.
Le travail de lumière est très enveloppant dans ce que j'ai vu moi en teaser, parce que j'ai pas eu la chance de voir le spectacle. Oui, c'est chaud. Oui, oui. Oui, en fait, c'est un mélange de plein de pièces. Et Antoine Auger qui est là, qui est l'éclairagiste, qui est caché derrière. Mais on travaille ensemble depuis plus de 27 ans. Eh oui. Donc, D'où voilà. cette osmose sur scène, dans ce que j'ai vu moi. Il y a une osmose véritable entre les corps et cette lumière qui, je sais pas, moi je dirais qui nous enveloppe. Alors peut-être aussi que les mots vont nous toucher, nous envelopper, nous percuter. Comment vous réagissez aussi face au public que vous avez hier de jeunes, par rapport à certains mots de l'intimité, comment ça résonne en eux? Vous avez vu des choses, ils sont venus vous en parler après? Comment ça s'est On a passé? fait un bord plateau, ils ont posé des questions. Non, ça c'est. Comment dire? Non, c'est sûr que s'il y a un écho, des fois on ne réalise pas tout de suite, et puis la pièce se diffuse avec le temps. Mais automatiquement, ça leur parle. On s'accroche à la danse, on s'accroche à la scène, on s'accroche aux histoires de vie, aux chroniques de vie, on s'attache aux artistes. Nassim, on va parler de votre projet au long cours, un feuilleton, moi j'appelle ça un feuilleton chorégraphique en 3 épisodes. On en a vu un l'autre jour, l'effondrement. Ce soir, vous présentez l'espoir. La dernière partie, c'est samedi 13 avril, donc voir pour la première fois. Mais bon, le titre générique, c'est quand même notre dernière nuit. Avant de rentrer dans chaque épisode, c'est un titre un peu sombre où il y a quand même une partie d'espoir, une partie de rédemption, ou c'est vraiment notre dernière nuit? Comment vous... Je le découvre. Tout à l'heure, on fait le deuxième épisode et je pense que en allant vers ce projet, j'ai voulu me mettre dans une petite galère et j'y suis bien. L'idée, c'est qu'on a trois épisodes d'une heure sur 3 samedis Voilà. qu'on a créé en très peu de temps, en 7-8 semaines. Là, on a le deuxième épisode tout à l'heure dans des lieux différents. J'avais envie d'imaginer un moment de bascule. Alors ouais, ça peut être sombre des fois, la dernière nuit d'une fin du monde, la dernière nuit avant un décès, avant une séparation, mais plus léger parfois où ça peut être la dernière nuit, le dernier moment d'une colonie de vacances, ou juste c'est un moment de basculement où on sait qu'on laisse un truc derrière soi et qu'il y a quelque chose qui va, un nouveau départ, quelque chose comme ça. Et j'aimais bien l'idée de traverser 3 sensations. La première, c'est un peu la perte qu'on appelle l'effondrement au premier épisode. Au deuxième, je me disais, j'en parlais avec les danseurs hier, je me disais c'est comme si on est sur le naufrage d'un bateau, sur un bateau en naufrage, pardon, et qu'on se disait, et si on avait pensé à ça, et si on avait pensé à... Il y a des situations horribles, mais qui produisent des fois de belles choses. Alors je ne dis pas que ça doit arriver, mais l'après-guerre a produit de belles choses. Je pense que la conséquence d'un mai 68, de la sécurité sociale, de machin et tout, il y a une forme d'espoir dans le chaos où on se dit plus jamais, il ne faut plus qu'on vive ça. Et du coup, comment on y va? Et sur le 3e épisode, moi je ne crois pas que j'ai des messages à passer ou des trucs à dire sur scène. Je ne crois pas que c'est à cet endroit-là. Et des fois, je me permets quand même un peu. Et du coup, sur le 3e épisode, voir pour la première fois, l'idée, peu importe le sujet qu'on aborde, en l'occurrence là, cette dernière nuit, et je me dis peut-être qu'au lieu de chercher des solutions autour, je crois moi, mais c'est que mon avis, que peut-être qu'une des solutions, c'est comment on regarde les choses, comment on change notre filtre de réalité. Et du coup, voir pour la première fois, c'était aller vers là. Donc c'est partir d'une situation un peu sombre, mais pour peut-être produire des choses peut-être plus positives. Mais si c'était sombre, le premier épisode, il était sombre. On a fait quand même une petite blague à la fin, mais j'avais... T'en rappelles pas de la blague? Non, quelle blague? Bah, tant pis, c'est pas grave. Oh là 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 là. Oh là là. Non, Et, on dit la blague. Bah, j'arrivais pas à l'expliquer, il faut le voir. Mais en tout cas, c'est un projet de recherche où, après le succès de Dividus, relatif succès pour une première pièce d'une jeune compagnie, à 7 danseurs, il y avait peu de chances que ça tourne ce truc-là. Et finalement, Avignon, et je devais enchaîner sur un projet à 9 danseurs qui avait déjà une prod qui était engagée, des premières et tout. Et j'ai senti que c'était pas trop le moment et que je pouvais devenir une espèce de spécialiste de la production, faire des Dividus bis éternellement.
Et on a fait d'ailleurs un labo avec des danseurs pour cette nouvelle pièce à neuf. Ils étaient une bonne vingtaine et je me suis trouvé pas au bon endroit. Et du coup, j'ai fait machine arrière et j'étais venu proposer le projet à Marianne, lui disant j'ai envie d'un projet un peu plus laborantin, un peu plus performatif, où je vais travailler mon truc, la mise en scène. J'ai vraiment envie de progresser là-dedans et ce projet le permet vraiment beaucoup de devoir faire ces 3 épisodes d'une heure en si peu de temps avec des endroits d'écriture très très resserrés. Genre juste pour un exemple, le premier, l'idée moi je voulais bosser uniquement sur la chute et ce que moi j'appelle le mouvement induit. C'est comment, enfin c'est un grand mot pour dire pas grand chose, c'est tu bouges par conséquence du voisin et du coup j'avais envie d'aller vers une perf comme ça avec le public très très proche. Et du coup, c'est presque des petits sujets d'études. Tu te dis, comment je chorégraphie une heure de ça? Et là, cet après-midi, on est dans une chapelle. La prochaine fois, on est en extérieur, on imagine une espèce de concert dansé. Ça veut dire 3 dispositifs différents que tu imagines en fonction du lieu. Carrément, et qu'on recrée dans chaque lieu. On va jouer à Lyon, normalement en octobre. On joue dans une basilique avec un orchestre symphonique sur le 2e épisode. Et du coup, l'idée, je ne sais pas comment vous le vivez, vous avez un parcours plus important que le mien dans le nombre de spectacles que vous avez fait. Mais en fait, pour progresser sur ce qu'on fait, il faut juste le faire. Et du coup, avoir du temps pour le faire. Moi, je fantasme des trucs de Pina, de Platel, etc. Ils avaient 6 mois de résidence. Ah ouais. Et du coup, C'est des beaux exemples. Ah ouais. ils ont inventé des vrais trucs. Ah oui. La danse-théâtre. Et en fait, si tu ne te mets pas dans la situation, dans le contexte qui fait que tu peux tenter des nouveaux trucs, bah tu produis des spectacles, tu as des idées, tu dis allez on les fait, on a 2 semaines. Et Ouais. c'est pas évident de se... Moi, enfermez-moi dans des théâtres pendant 6 mois, on va voir ce qu'on trouve. C'est pas sûr Je suis qu'on d'accord fasse des avec toi. chefs-d'œuvre. Ça, mais ouais. ça veut dire que chaque épisode, pour l'instant, à l'état d'aujourd'hui, ils sont donc en recherche encore, hein, tu parles de laboratoire, et que tu vas pouvoir les présenter presque en évolution permanente. Ouais, c'est ce que j'espère, ça fait trembler les danseurs, mais Et les j'aimerais bien- diffuseurs, Et les j'imagine. diffuseurs aussi. Mais je suis étonné des diffuseurs. En fait, ça fonctionne. En fait, c'est hyper compliqué à raconter ce projet. 3 épisodes, on ne sait pas quand programmer et tout. Mais pour continuer, parce que ça me fait, quand vous racontez, ça me fait penser. Mais là, sur le 2e épisode, je voulais travailler sur le moment où on passe du corps quotidien au corps qui danse. Et du coup, j'avais envie de savoir vraiment le petit moment de bascule où on commence à être dans le mouvement. Franchement, c'est un délire d'essayer d'y aller. Et je disais aux danseurs, quand on parle comme ça, si on enlève le son et qu'on met une jolie musique classique, La ben, danse. peut-être que tous nos mouvements sûr. sont de la danse. Moi, je suis pas sûr. Ah ouais. Et j'ai l'impression, et je disais, quand on parle, que s'il y avait de l'énergie dans le corps et qu'on pouvait l'avoir, eh ben, peut-être on aurait de l'énergie plus dans le cerveau. On est en train de raconter, il y aurait je sais pas comment dire, une imagerie un peu rouge dans le cerveau. J'ai l'impression que la danse, elle se situe quand j'arrive à mettre de la conscience dans le corps. Dans le corps. Et quand on parle, on n'a pas tout le temps. Et comment eh ben, tu arrives à aller dans la danse petit à petit, de voir la bascule et de voir comment tu y vas, soit par l'émotion, soit par la contrainte, soit par Et en fait, on essaie de laver autour de ces trucs-là pour plus que produire le spectacle, développer des outils, même en interne. Savoir quand est-ce que je suis dans un corps quotidien, quand est-ce que je suis dans un corps qui danse, quand est-ce que je suis dans mon espace intérieur, mon espace extérieur, et trouver peut-être des nouveaux mots, des nouvelles règles qui permettent. Ce projet me sert. Hamid, Nassim, par rapport à ce corps qui danse et ce corps du quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà interrogé ou ça ne fait pas partie de vos préoccupations? Si, mais C'est ce que je voudrais j'aime bien l'entendre parler, les mots qu'il utilise. Pour moi, tout est danse. Hein. Quand j'ai travaillé avec Michel, c'était travailler sur les parasites, les petits mouvements du quotidien, les mouvements qui ne sont pas forcément de la danse, essayer de les mettre dans quelque chose qui s'organise. C'est difficile mais comment dire, pour moi, la danse, c'est aussi quelque chose de très intérieur, mais c'est aussi une forme de rythme et de temps. J'aime bien que l'on puisse ralentir le temps, lui donner de l'espace, ça rend le mouvement plus poétique, plus planant, l'accélérer, ça le rend super puissant, super dynamique. Voilà. Donc c'est des énergies, et je suis vraiment attentif, comme un métronome, non, là c'est trop lent, là c'est trop rapide. Je pense que c'est ce que l'on fait tous en tant que chorégraphe, on est attentif au temps et on travaille dessus.
C'est ce que vous avez fait avec les 6 interprètes de ce soir au Royaume. Oui, oui, C'est énormément. travailler justement sur Oui. cet espace-temps, ce rythme-temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus forcément besoin de ma présence à leur côté, mais la pièce est Elles écrite, sont pas d'accord. la pièce est écrite, ça résonne et tout, mais des fois, c'est juste des petites choses que l'on oublie, le sens de certains mouvements, de certains mots, de certaines paroles, que ça puisse arriver au bon moment. Marion, parlez-nous du grand saut, sauter, saluter. On aurait pu peut-être en imaginer encore d'autres, je ne sais pas. Je vais pas chercher. Sauter. Celui-là, c'est SOT. C'est SOT. Ouais. Quelle énergie vous mettez en place là dans ce grand saut SOT? Quel dilemme, quel challenge? Quelle énergie je mets en place, quel dilemme. Non, alors il faut savoir que je suis passionnée par l'humain et la complexité de l'humain et les émotions dans le corps de l'humain, etc. Et en fait, le grand saut, je pense qu'on a tous un grand saut SOT à l'intérieur, qu'on laisse sortir de temps en temps, qu'on essaye de restreindre. Il y en a qui le laissent sortir un peu plus que d'autres qui font un tout petit saut à l'intérieur. Et je trouvais ça intéressant de mettre... en fait, à la base, je voulais parler du leadership. J'étais révoltée par des trucs à la con, mais qui me révoltent, Par exemple, qui n'ont rien à voir avec la pièce, mais les grands leaders agro-industriels, les centres commerciaux, la nourriture en masse, construire des maisons en plastique, alors que le plastique, ça ne se renouvelle pas, et vouloir mettre des fenêtres en plastique parce qu'on ne veut pas repeindre ses volets en bois. Mais c'est bien, parce que le bois, c'est quand même bon, et en même temps, on coupe des forêts. Enfin bref, des questionnements comme ça qui n'ont rien à voir. Mais j'étais un peu... je constatais qu'en fait, le pouvoir vient avec l'argent, et que le pouvoir amène un statut de dominant et de pouvoir. Et en fait, en parlant avec une de mes meilleures amies qui est psychologue, un jour, elle me dit... bon, déjà, il y a l'oncle de Spider-Man qui lui dit « à grand pouvoir, grande responsabilité » avant de mourir. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir? Est-ce que tu t'en profites pour arrêter le temps et voler des trucs dans les magasins? Moi, je voulais faire ça, petite. Mais en fait, non. Et faut en faire quelque chose d'humain et de positif. Et donc, ma meilleure amie me dit on prend le pouvoir ou on prend ses responsabilités. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, dans la manière de guider une équipe, en tant que chorégraphe, en tant que mère, en tant qu'humain, on est dans des rapports. Est-ce que tu prends le pouvoir sur ton enfant? Est-ce que tu prends le pouvoir sur ton équipe? Ou est-ce que tu les responsabilises et tu es avec eux? Et c'est vrai qu'on a... alors je me suis mise à regarder, à observer un peu les gens qui avaient du pouvoir, entre guillemets, en tout cas un statut qui avait une équipe à gérer. Et je trouvais ça intéressant de se dire, il y en a qui prennent le pouvoir, vraiment, parce qu'il y a un statut de là, j'ai les moyens de prendre le pouvoir, et il y en a qui prennent leurs responsabilités. Ah, j'ai une équipe à emmener là, faut que je suis responsable d'eux, et pas genre, tu vois. Donc, je trouvais ça assez intéressant, et alors j'ai mis ça dans une équipe sportive, parce que, je sais pas, j'avais envie de travailler autour de la mer, parce que la gestuelle du surf me passionnait. Alors, je crée mes pièces, c'est un peu des tableaux de serial killer, je veux faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et après je regarde, je fais, ah bah voilà, en fait ça fait ça. Et c'est que des sentiments assez instinctifs, des envies encore une fois, et après je me rends compte que finalement, au final, il y a un propos. Mais je pars pas du tout du propos, je pars des sensations, d'envie, d'images, de choses qui me révoltent, de musique, voilà. Et donc j'ai mis ces 8 sportifs. En rivalité totale, là. Non, parce que c'est une équipe, et ils sont dans la même équipe. Ils ne sont pas en rivalité, on est dans une équipe, il faut gagner la compétition. Mais en fait, c'est encore une fois l'individu dans le groupe. Voilà. Et c'est ce qui me passionne aussi, c'est notre individualité, mais dans un groupe, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a toujours ce truc un peu... et ils sont dans une piscine, dans un huis clos, donc tu ne peux pas partir. Et j'aimais bien aussi ce truc-là. Et puis, il y a la piscine, mais qui va se transformer en naufrage, la pleine mer. Et devant la mer, il faut que tu aies vachement d'humilité. Il faut être vachement humble un moment devant la mer, parce que quand tu es en surf et que tu vois la vague qui arrive, et tu es là genre, waouh, non, je ne peux pas lui dire de se calmer, de se reculer.
Donc il va falloir que j'écoute, que je trouve le bon moyen de prendre cette vague ou de plonger, de ne pas la prendre. Mais il faut qu'on soit humble. Il y a une humilité devant cette pleine mer, devant la nature qui est un peu essentielle. Et donc voilà, le grand saut, c'est très gueulard, ça gueule, ça parle, ça s'exprime. Et je laisse sortir, j'avais aussi envie de laisser sortir les personnalités des danseurs, parce que c'est vrai qu'en tant que danseur, on est souvent contraint à danser, et que des fois, la parole, elle vient un petit peu comme ça. C'est ça, un cri, un truc, une remarque. Et là, j'avais envie de laisser ça libre chez les danseurs. T'as envie de parler, parle en fait, parce que t'es pas qu'un corps qui bouge, t'as aussi une voix. Alors, la voix, c'est un organe, quand même, c'est la continuité du corps. Et j'ai ce comédien qui commente tout ce qui se passe de manière un peu caustique. Non, Oui. pas du tout. Oui. Et donc voilà, ça m'a amusé de les voir s'exprimer, de les voir s'engueuler, de les voir parler, de les voir s'aimer, de les voir être ce qu'ils sont dans une compétition et de devoir aller jusqu'au bout avec leur ego de... En fait, on est ensemble, il faut qu'on gagne cette compétition, mais j'ai quand même envie d'être le premier, moi, dedans. Et on va gagner grâce à moi. Et ceux qui se mettent en... C'est pour ça que... Je parlais de rivalité. Mais évidemment qu'il y a de la rivalité. intrinsèque. Et c'est ça qui est amusant, c'est on est au service d'un même projet, mais dedans, peut-être, chez certains, il y a de la rivalité ou pas. Enfin, comment leur grand saut SOT intérieur sortirait pour gagner cette compétition. Voilà. Je voulais mettre en avant le fait que vous allez avoir donc ce soir trois pièces différentes qui ont quand même en commun d'abord d'être des pièces de groupe. Hein. Ça me semble être un acte important aussi de la part d'un chorégraphe. C'est quand même osé aujourd'hui vu les conditions financières des créations de production. On voit beaucoup de solos et beaucoup de duos parce qu'il y a aussi ce problème financier qu'il faut avoir en tête, il me semble. Donc là, vous avez le courage et les moyens, et vous êtes accompagné dans ces projets et que tous vos accompagnateurs en soient remerciés, parce que c'est important pour vous de pouvoir aller jusqu'au bout. Et vous avez en commun, vous venez de le dire, la parole, le texte, le corps qui danse, mais le corps qui parle, qui s'exprime. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant tous les trois de commun, avec des gestuels qui vont être différents, des ambiances, des voilà. Donc je ne sais pas si on a le temps encore. J'avais noté moi dans je vous explique un petit peu, chaque chorégraphe, quand il propose un projet, il est obligé d'écrire un dossier, il est obligé d'expliquer son propos, d'écrire une note d'intention. Donc chacun, j'ai lu ça attentivement, et pour moi c'est un peu votre mantra à chacun, vous allez me dire si je me trompe ou pas, je peux me tromper. Alors je vais commencer par Marion, bon. Alors, ce que j'ai retenu de votre parole, de votre envie, de ce qui vous constitue, c'est danser pour ressentir, danser pour transmettre, danser pour éliminer, danser pour transcender. Oui, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'expression corporelle. Et en fait, j'ai besoin de rester dans la matière et de couper le cerveau pour être bien. Si à un moment donné, mon corps se fige et que je monte là-haut, là, et puis... au début, c'est cool, et au bout d'un moment, c'est là, genre, le petit vélo, tu ressasses. Et en fait, de rentrer dans la matière, d'être dans le corps, d'être dans le mouvement, il y a un retour à l'essentiel, il y a de l'énergie de notre corps à l'intérieur qui circule, et ça, c'est libérateur, et ça enlève un peu tous les parasites, quoi, de faire circuler l'énergie vitale comme ça à l'intérieur du corps. Comme la terre qu'on remue ou une eau qu'on va remuer, là c'est remuer toute cette énergie pour que le corps, ça crée des sensations, quoi, et de danser avec l'état de son corps du jour. C'est bien aussi de ne pas aller à l'encontre de ce qu'on est. Et moi j'aime bien des fois danser, aujourd'hui je suis fatiguée, je vais danser un peu comme ça parce que je suis fatiguée, d'écouter mon corps. Et puis quand j'ai plein d'énergie d'y aller à fond, mais oui, il y a un truc vraiment de... Le corps est quand même un réceptacle aux émotions. Et moi, ça m'aide énormément, en tout cas, à accueillir ces émotions. Je fais un petit shaker interne, et puis après, ça va mieux, quoi. Et franchement, plus je danse, plus ça va.
Et Moi, quand j'ai vous le dites problème. éliminer, c'est éliminer les scories de la vie, ce qui nous empêche. Éliminer les énergies négatives, éliminer. Moins je danse, plus mon corps. J'ai des périodes où je danse moins et mon corps, après, je deviens raide. Et plus je danse, plus bah, j'ai 15 ans dans mon corps, quoi. C'est fou, c'est juste le fait de faire tourner la machine quotidiennement. Bah, cette machine, elle va bien. Donc, c'est éliminer les petites plaques qui se mettent entre les os là, et qui les empêchent de bouger, éliminer les énergies négatives, éliminer les toxines, éliminer tout ça. C'est juste super. C'est un super outil pour aller bien. La danse, mais je pense comme le sport, le mouvement, quoi. Le mouvement. Ouais, c'est vraiment salvateur. Amine, moi ce que j'ai lu, pardon, alors, faire disparaître les cloisons, les frontières et faire taire les clichés. Parce que c'est, je dirais, le fondement de beaucoup de votre travail. Oui, C'est ça pas moi en qui fait l'ai partie, écrit, hein, ça je en l'ai fait cité. partie, c'est sûr, avant tout exister, avancer, apprendre, partager, être dans le respect, être respecté. Parce que vous parlez de quelle cloison ou de quelle frontière? Les enfermements, dans ma jeunesse, voilà, c'est essayer d'échapper à une condition qui était hyper violente pour moi. Mais la danse m'a permis d'en sortir. Et dans Royaume, vous avez l'impression que justement, entre vos interprètes, ces cloisons, ces frontières, vous avez réussi justement à les faire disparaître, à les faire tomber? Je ne sais pas si on a réussi, en tout cas il y a un écho fort qui se transmet et il y a un engagement. Pour moi, j'ai dédié l'histoire de ma compagnie dans un engagement. Qu'on se souvienne de nous sur scène, de nos noms, et que nos paroles puissent faire écho chez le spectateur, ça c'est très important. Qu'on partage du vivant, qu'on prenne soin du vivant, c'est une mission pour moi de la danse et du travail de ma compagnie. Merci. Nassim, faire résonner la danse à un endroit où les mots ne suffisent plus. Ah bah oui, C'est bien. c'est vous. Tu veux que je commente ça? Eh ben oui. Je sais pas quoi dire, c'est bien comme ça. Ah ben si vous voulez, alors là, moi je laisse libre. C'est dans l'idée de se... Comment dire ça? J'ai l'impression qu'il y a des idées, des concepts, il y a des choses, on n'a pas les mots pour les dire, et je crois que la danse, parmi d'autres choses, peut-être être une forme de solution. C'est Wajdi Mouawad qui dit ça là, et peut-être que je peux paraphraser un peu, qui dit que quand il y a des catastrophes, il y a des experts qui viennent en plateau nous raconter, un scientifique, quelqu'un qui est un journaliste, etc. Et on demande pas très souvent l'avis d'un poète, l'avis d'un danseur qui pourrait, c'est une parole qui vaut tout autant que d'autres. Et j'aime bien cette idée-là que la danse, la poésie, l'art en général, dit autre chose. Et si tu veux, je cite un autre philosophe qui m'est cher, c'est SCH, qui dit, ça fait rire que toi, c'est un rappeur, et qui dit, il est de mon quartier, Bali, Ah ouais. du coup, bref. Et on lui demande qu'est-ce que fait le rap, qu'est-ce que c'est un artiste, etc. Il répond un truc que je trouve assez juste, il dit, on est avant tout des observateurs, et que par la danse, par le théâtre, ben, il y a des choses qui peuvent se dire, et des fois qui devancent La parole. la science même, qui devance quelque chose d'un peu plus rationnel. On a des fois, nous on parle de relations, de monde intérieur, de comment on est connecté sur scène et tout. Il n'y a pas vraiment d'explication hyper scientifique là-dessus, un peu dans les neurosciences et tout, mais on cherche encore ça. Ben, peut-être que nous, avec le corps, avec tout ça, ben, on cherche à discuter avec un peu des mondes invisibles. Et par les mots, moi je ne saurais pas quoi dire. Si tu me demandes mon spectacle en 3 mots écrits sur un tableau, mais c'est tout à force de se rouler par terre, de se toucher. Donc, il y a peut-être des idées qui commencent à naître, il y a des choses qu'on a à dire et tout, au-delà des mots, tu vois. Un truc comme ça. Mais du coup, de l'expliquer, ça marche pas. Parce que c'est par la danse, quoi, tu vois. Donc il faut venir ce soir voir les 3 spectacles.
Royaume, Le Grand Saut, et la deuxième partie de notre dernière nuit qui s'appelle Espoir. Donc on a quand même une petite... On a une bonne soirée. On a une belle soirée devant nous. Je vous remercie infiniment, Merci. tous les trois, Merci Nassim, Marion et Amine, d'avoir participé à cette table ronde ce matin.